Je m'appelle Béatrice et j'avais 34 ans lorsque j'ai réalisé que ma propre famille avait décidé que ma fille ne méritait pas une place à leur table. Le matin de Noël dernier, Zoé s'est réveillée en sautillant dans le salon comme si le monde entier était fait de paillettes et de sucre. Elle a 9 ans, assez grande pour prétendre ne plus croire à la magie, mais assez jeune pour que ses yeux s'illuminent encore devant les petites joies. Depuis des mois, j'économisais pour lui offrir le seul cadeau qu'elle n'oserait jamais demander ouvertement, un iPhone flambant neuf. Non pas qu'elle en ait besoin, mais parce qu'elle l'avait mérité. Après ces longues soirées à faire ses devoirs, et ce projet scientifique dans lequel elle s'était investie corps et âme, c'était une enfant qui travaillait dur, même quand personne ne la regardait. Je l'avais emballée dans 3 couches de papier cadeau aux couleurs de la Reine des Neiges, le genre de motif qu'elle adorait quand elle était plus petite. Lorsqu'elle a déchiré le papier et découvert le téléphone, elle s'est figée. Puis a levé les yeux vers moi comme pour s'assurer que c'était bien réel. Ce regard a rendu chaque heure supplémentaire au travail digne d'être vécu. La veille, j'avais tout configuré, contact, jeu, contrôle parental, et même le fond d'écran. Enfin, c'est ce que je croyais. Elle a appuyé sur le bouton d'allumage, a souri, puis a froncé les sourcils. Maman, a-t-elle murmuré. C'est qui, eux? J'ai pris le téléphone de ses mains et j'ai senti mon estomac se nouer. L'écran de verrouillage n'était pas celui que j'avais mis. C'était une photo de ma sœur Clara, son mari Grégory, leurs 2 enfants et Zoé, prise lors d'un barbecue il y a des années. Je n'avais jamais enregistré cette photo. Je ne me souvenais même pas de l'avoir sur mon téléphone. Zoé ne comprenait pas. Elle trouvait juste ça étrange. Je lui ai dit que c'était sûrement un bug et j'ai commencé à vérifier les paramètres. Tout le reste semblait normal. Pas de message, pas de photo, pas de contact, juste un événement dans le calendrier. Programmé pour ce jour-là à 16h, dîner chez Clara. L'identifiant Apple connecté au téléphone n'était pas le mien. J'ai vérifié le reçu à nouveau. Le téléphone était neuf, scellé, acheté légitimement. Le compte avait été utilisé quelques jours plus tôt, mais le seul appareil lié était celui que j'avais en main. À 12h10, mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère. Salut Béatrice. Changement de programme. On fait ça en petit comité cette année. Clara reçoit ça. Belle famille. On verra pour se voir la semaine prochaine peut-être. Je t'aime. J'ai relu le message 3 fois. Nous étions déjà habillés. La tarte que Zoé m'avait aidé à préparer la veille refroidissait sur le comptoir. Elle n'a posé aucune question. Elle est juste restée assise à la table, faisant défiler des écrans vides en attendant que je lui explique quelque chose que je ne comprenais pas moi-même. Je lui ai dit qu'on allait trouver une solution. Peut-être un film, peut-être des crêpes. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, pas encore. À 16h03, j'ai ouvert, localisé. Le partage familial était toujours actif. La géolocalisation a vibré instantanément. La maison de Clara. Je n'y suis pas allée tout de suite. J'ai attendu 2 heures, j'ai ramassé le papier cadeau. J'ai versé un verre de vin que je n'ai pas bu. Ensuite, j'ai pris la tarte. J'ai dit à Zoé de prendre sa veste, et nous sommes partis en voiture. La voiture de Clara était dans l'allée. Celle de mes parents aussi. La lumière du Porsche était allumée. À travers la fenêtre, je voyais les décorations de Noël et une enfant passer en courant dans une robe rouge scintillante. Quand Clara a ouvert la porte et nous a vus avec Zoé et la tarte, elle s'est pétrifiée. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement brandi le téléphone. C'est là que tout a commencé à s'effondrer.
Clara ne nous a pas invités à entrer. Elle n'a pas souri ni fait semblant d'être surprise. Elle est juste restée là, une main sur l'encadrement de la porte, ses yeux passant de mon visage au téléphone, comme si elle calculait l'ampleur des dégâts à limiter. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Grégory est apparu derrière elle, déjà tendu, déjà irrité. Comme si ma présence était une gêne plutôt qu'une conséquence. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-il lancé assez fort pour que les enfants puissent l'entendre. Je n'ai toujours pas élevé la voix. J'ai tenu le téléphone un peu plus haut pour qu'il ne puisse pas prétendre ne pas le voir. Mon père est apparu à côté, entrant dans le hall avec ce regard familier qu'il arborait dès qu'un conflit surgissait. Celui qui disait qu'il voulait que ça disparaisse sans avoir à choisir son camp. Ma mère se tenait derrière lui, les bras croisés, les lèvres pincées, secouant déjà la tête comme si je l'embarrassais par ma simple existence. Personne n'a nié. C'est ce qui m'a le plus marqué. Aucun d'eux n'a essayé de mentir. Clara ne voulait pas me regarder. Grégory se gonflait comme s'il s'agissait d'un rapport de force. Mes parents agissaient comme s'il assistait à une dispute entre voisins, et non à l'exclusion de leur propre fille pour Noël. J'ai posé une seule question, non. Pas à Grégory, ni même à Clara. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. D'où vient ce téléphone ? Il a hésité. J'ai vu ses yeux passer de Clara à ma mère, puis revenir sur le sol. Cette hésitation m'a tout dit. J'ai répété, plus lentement cette fois, à qui a bien pu venir l'idée d'offrir à ma fille un téléphone d'occasion, de le connecter au compte de quelqu'un d'autre et de l'inviter à un dîner dont elle n'était pas censée connaître l'existence ? Toujours rien. Clara a fini par parler, d'une voix plate et impatiente. Elle a dit que c'était juste une confusion, que j'exagérais tout. Que peut-être Zoé avait mal compris ce qu'elle avait vu. Elle a osé dire cela, comme si une enfant de 9 ans avait orchestré tout ce scénario elle-même. Grégory a alors fait un pas en avant, me pointant du doigt, disant que je faisais une scène devant les enfants, que c'était la maison de Clara, les règles de Clara, et que je n'avais pas à débarquer pour gâcher leur Noël. C'est à ce moment-là que j'ai senti Zoé bouger. À mes côtés. Elle tenait toujours la tarte, serrée si fort que ses articulations étaient blanches. Elle n'avait pas dit un mot depuis notre arrivée. Elle fixait Grégory, les yeux grands ouverts, essayant de comprendre pourquoi un homme qui plaisantait avec elle lors des barbecues criait soudainement sur sa mère. Je me suis agenouillée et lui ai dit doucement de retourner à la voiture et d'attendre. Elle a hoché la tête sans demander pourquoi et est partie, portant la tarte comme si c'était quelque chose de fragile. Dès que la porte s'est refermée derrière elle, je leur ai dit que j'irais chez Apple le lendemain, que je déposerais plainte, que je tracerais l'identifiant Apple. C'est là que la panique a enfin fait surface. Grégory a explosé, criant que j'étais dramatique, que je cherchais des ennuis, que j'avais toujours cru être meilleur que tout le monde. Mon père a attrapé son bras, essayant de le retenir. Ma mère est restée silencieuse, son visage impassible, comme si elle avait déjà décidé qu'aucune de ses responsabilités ne lui incombait. Clara m'a alors regardé, vraiment regardé, et a dit « Tu n'étais pas obligé de venir ici. » Je me suis retournée et je suis partie. Au lieu de rentrer, j'ai emmené Zoé dans un restaurant ouvert 24h24. Elle a mangé des crêpes et un chocolat chaud. Elle a ri quand la chantilly a pris la forme d'un bonhomme de neige. J'ai souri en retour, mais mon esprit était ailleurs. Quelque chose avait basculé, quelque chose de définitif. 3 jours plus tard, j'ai compris. Pourquoi ? Ma cousine Jenny m'a appelée, la voix nerveuse, comme si elle ne savait pas si elle devait en parler.
M'a-t-elle dit, tu savais que Clara avait pété les plombs après avoir vu Zoé dans le journal? C'est là que tout a fait tilt. Zoé avait gagné un prix scientifique régional 2 semaines plus tôt. Ce n'était pas juste un certificat et une poignée de main. Son école avait reçu une petite subvention grâce à cela. Il y avait une photo dans le journal local. Zoé devant son projet, souriante comme si elle venait de découvrir quelque chose d'important sur elle-même. Je n'en avais parlé à personne dans ma famille, non. Pas par volonté de cacher, mais parce que j'avais appris depuis longtemps que partager de bonnes nouvelles avec eux avait un prix. Jenny m'a raconté qu'elle avait commenté l'article sur Facebook, en nous taguant moi et Zoé sans y réfléchir. Cela avait suffi. Clara l'avait vu, et apparemment, ce soir lâché. Mes parents, elle avait explosé. Elle parlait du fait que je mettais trop de pression sur Zoé, que ce n'était pas sain, que les enfants devaient juste rester des enfants. Et puis, elle a dit la phrase qui a tout mis en place, elle ne voulait pas que ses enfants se sentent inférieurs à Noël. Elle ne trouvait pas juste que Zoé soit à nouveau le centre de l'attention. Encore. Alors, Clara a suggéré de faire profil bas, juste sa famille et sa belle-famille. Mes parents ont immédiatement accepté, sans résistance, sans hésitation. Juste comme ça, Zoé et moi avions été effacés de Noël parce que le succès de ma fille les mettait mal à l'aise. Je suis restée avec cette pensée pendant toute une journée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste laissé l'idée s'installer jusqu'à ce qu'elle ne me surprenne plus. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. Depuis 12 mois, je couvrais secrètement le loyer de Clara, 3200 € par mois, sans condition. Depuis que Grégory avait été licencié et qu'ils avaient besoin d'aide pour rester dans leur quartier afin que les enfants n'aient pas à changer d'école. Clara avait dit qu'ils en auraient besoin pour quelques mois. Ça faisait 1 an. Je n'en avais parlé à personne, ni à mes parents, ni à mes cousins. Je ne voulais pas de reconnaissance, je voulais juste que ma nièce et mon neveu soient stables. J'ai annulé le virement automatique. Quand le cycle de loyer est arrivé et que le paiement n'est pas passé, Clara m'a envoyé un SMS disant qu'il devait y avoir un bug bancaire. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, elle a insisté, sur un ton plus sec. Dans la soirée, elle a appelé 4 fois. Je n'ai répondu à aucun appel. Le lendemain matin, ma mère m'a envoyé un message, « Béatrice, je sais que tu es énervée, mais c'est inutile. Tu peux éviter de compliquer la vie de ta sœur? » Pas un mot sur Zoé. Pas d'excuses, aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. C'est là que j'ai compris que cette situation ne se réglerait pas d'elle-même. Ils ne pensaient pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Pour eux, j'étais juste émotive, je réagissais de façon excessive et je rendais les choses difficiles. Clara n'a pas perdu de temps. 3 jours après l'échec du paiement du loyer, elle m'a envoyé un long email expliquant à quel point les familles traversent des passes difficiles, à quel point elle était blessée par ma réaction, et qu'elle n'avait jamais voulu que Zoé se sente exclue. Elle a terminé par une phrase disant que ce n'était pas la faute de Zoé, ce qui a rendu les choses encore pire, comme si mon enfant n'était qu'un accident dans toute cette histoire. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, Grégory m'a écrit. Pas de salutations, pas de ponctuation, tu dois régler ça. J'ai bloqué son numéro. Cette semaine-là, le groupe WhatsApp familial s'est animé pour la première fois depuis la veille de Noël. Ma mère a posté une photo des enfants de Clara construisant une maison en pain d'épices. Quelques tantes ont réagi avec des cœurs. Puis, mon père a ajouté. Si fier de ses anges. Quel esprit d'équipe. J'ai quitté le groupe. Génie.
m'a appelé peu après pour me dire que Clara était furieuse contre elle de m'avoir dit la vérité. Puis, elle a ajouté un détail, mes parents avaient prévu une soirée pyjama pour tous les petits-enfants, comme chaque année. Clara leur avait dit qu'elle ne voulait pas de Zoé. Elle disait qu'elle ne voulait pas gérer la tension. Ma mère a encore accepté. Je n'en ai pas parlé à Zoé. Je lui ai juste dit que les plans avaient changé. Elle n'a pas demandé pourquoi, mais elle a arrêté de parler de l'école. Elle est devenue silencieuse quand je lui demandais de me montrer ses dessins. Une nuit, je l'ai surprise en train de manipuler cet iPhone à nouveau, fixant l'écran de verrouillage comme si elle s'attendait à ce qu'il change. J'ai pris le téléphone et je l'ai mis dans un tiroir. Pendant ce temps, la vie de Clara partait en vrille. Sans l'argent du loyer, les choses se sont précipitées. Jenny a appris par un ami agent immobilier qu'un avis d'expulsion avait été envoyé. Clara postait des stories Instagram vagues sur la trahison et la fausse générosité. Ce qui faisait mal, ce n'était pas les posts. C'était la rapidité avec laquelle mes parents devenaient ses porte-paroles. Mon père a appelé en disant que Clara était en difficulté et qu'ils essayaient de maintenir la famille soudée. J'ai demandé s'il se souvenait de qui avait maintenu Clara à flot durant l'année écoulée. Il a répondu qu'ils essayaient tous de passer à autre chose. Puis ma mère a essayé. Elle m'a dit que Clara était embarrassée et ne savait pas comment s'excuser. Elle m'a dit que cette famille avait besoin de moi. J'ai posé une question, as-tu vraiment accepté de couper ta seule petite fille de Noël? Elle a fait une pause, puis a dit que ce n'était pas comme ça. Ça a suffi. À partir de là, tout a commencé à se fissurer. Je me suis retirée des vacances familiales prévues pour le printemps. J'avais réservé le chalet sous mon nom des mois auparavant, j'avais payé la compte moi-même. J'avais géré la logistique comme toujours. J'ai annulé discrètement, sans annonce, sans explication. Clara l'a remarqué en 20 minutes et m'a écrit. Donc tu vas vraiment tout gâcher pour tout le monde maintenant. Grandi. Je l'ai bloqué sans répondre. C'est là que les invitations ont cessé. D'abord, c'était l'anniversaire du fils de Clara. Ensuite, celui de la fille de ma cousine Mélissa. Ce genre d'exclusion calme et progressive, censée punir sans laisser de traces. Personne ne disait rien. Personne ne demandait pourquoi Zoé n'était pas là. Personne ne prenait de nouvelles, sauf Jenny, qui me disait d'avoir l'impression d'assister à un accident de voiture au ralenti et ne pas pouvoir détourner le regard. Elle m'a demandé si j'allais leur pardonner. J'ai dit non. Ce n'était pas une question de pardon. C'était une question de limite. De tracer une ligne et de s'y tenir. 2. M'assurer que Zoé ne grandisse jamais en pensant qu'être bonne dans un domaine signifie être punie pour cela. Et pourtant, je n'en avais pas fini. Je me suis souvenu d'autre chose. En mars dernier, Clara m'avait demandé de co-signer une demande pour l'école privée de Lucie. Elle disait que c'était juste une formalité. Quelque chose concernant les tranches de revenus et l'éligibilité. J'avais complètement oublié, mais je n'avais jamais retiré mon nom. C'était le dernier fil. J'ai appelé l'école un mardi matin et j'ai dit que je devais me retirer en tant que co-signataire des documents d'inscription de Lucie. La femme au téléphone a semblé surprise. Elle a demandé si quelque chose avait changé. J'ai dit oui. Elle m'a dit que je devais soumettre la demande par écrit. Je l'ai fait dans l'heure. Mercredi après-midi, la demande était en cours de réexamen. Vendredi matin, Clara m'a appelé d'un numéro inconnu. Elle n'a pas pris la peine d'être polie.
Qu'est-ce que tu as fait, putain? J'ai raccroché. 2 heures plus tard, Grégory a écrit d'un autre numéro. Tu penses vraiment que ça règle quelque chose? Tu penses que tu es meilleur que tout le monde? Je l'ai bloqué aussi. Ce soir-là, j'ai emmené Zoé manger notre soupe PHO préférée. Nous sommes rentrés et avons fait du pop-corn. Elle voulait revoir ce film de Noël. En pâte à modeler avec l'abominable homme des neiges. C'était la première fois. Depuis des semaines que je la voyais vraiment se détendre. Elle s'est blottie contre moi et s'est endormie avant la fin du générique. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma porte pour prendre le journal, et il y avait une enveloppe sur le paillasson. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, pas d'écriture. À l'intérieur se trouvait la même photo provenant de l'iPhone de Zoé. Clara, Grégory, leurs enfants, Zoé, prise lors d'un barbecue familial il y a des années. Mais cette fois, quelqu'un avait dessiné une grosse croix noire sur le visage de Zoé. Au dos, écrit au stylo, ces mots: profite bien de ta victoire. J'espère que ta fille apprendra bientôt ce que fait la défaite. Je suis restée là. Pendant 1 minute entière, le cœur battant. J'ai vérifié les caméras du hall. Rien. Personne n'était venu à la porte durant la nuit. L'entrée de l'immeuble se verrouille automatiquement après 22 heures. C'était subtil, calculé. C'était une menace. J'ai mis la photo dans le tiroir, le même tiroir où j'avais jeté l'iPhone. Je n'en ai pas parlé à Zoé. Je ne l'ai même pas dit à Jenny. Mais quelque chose en moi s'est endurci après ça. La colère s'est estompée. Ce qui l'a remplacée, c'était la détermination. Lundi, Jenny a appelé, chuchotant. Comme si elle partageait des informations classées secret défense. Clara et Grégory avaient retiré Lucie de son école privée. Ils ne pouvaient pas payer les frais de scolarité sans aide financière. Clara a essayé de négocier un plan de paiement. Ça a échoué. Lucie devrait finir l'année ailleurs. Aucun plan de secours, juste le chaos. Plus tard cet après-midi-là, j'ai reçu un message direct sur Instagram. C'était de Lucie. Pourquoi maman te blâme pour tout? Que s'est-il passé? Elle a 12 ans, prise au milieu de quelque chose qu'elle n'a pas créé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien que je puisse dire qui ne mette pas une enfant au milieu d'une guerre d'adultes. Le silence dans la famille est devenu plus assourdissant cette semaine-là. Mes parents ont commencé à poster de vieilles photos de famille sur Facebook. Des légendes comme « Certains vont et viennent, mais la famille est éternelle ». Jenny m'a envoyé des captures d'écran avec des commentaires ironiques. Puis, au moment où je pensais que cela ne pouvait pas être plus clair, mon père s'est présenté à ma porte. Il semblait plus petit, pas en colère, juste fatigué. Il a dit qu'il voulait mettre les choses au clair. Je l'ai laissé parler. Il m'a dit que Clara et Grégory allaient probablement emménager chez eux. Il a dit que les choses avaient échappé à tout contrôle. Puis, il a fait une gaffe. Il m'a dit que ce n'était pas entièrement l'idée de Clara d'exclure Zoé de Noël, que ma mère l'avait suggéré. Il a dit que c'était peut-être mieux comme ça pour éviter une tension compétitive. C'est là que tout s'est mis en place. Je lui ai demandé si Zoé était seulement mentionnée dans leur projet de vacances. Il n'a pas répondu, il fixait juste le sol. J'ai fermé la porte après son départ et je me suis assise. Ce n'était pas du chagrin, c'était de la lucidité. Et 3 jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'une agence de surveillance de crédit. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte de crédit à mon nom. L'alerte sur le
Crédit reposait sur ma table de cuisine comme un défi. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte en utilisant mon nom légal complet, mon adresse, ma date de naissance, tout. La demande avait été signalée et refusée, mais le message était clair. Ce n'était pas un accident. C'était quelqu'un qui cherchait à reprendre le contrôle après avoir réalisé qu'il l'avait perdu partout ailleurs. Je n'étais même pas choquée. C'est ce qui m'a fait le plus peur. J'ai appelé l'agence de crédit, signalé la tentative, gelé mes comptes et changé tous les mots de passe dont je me souvenais. Ensuite, j'ai fouillé mes vieux dossiers, ceux que je n'avais pas touchés depuis des mois. Formulaire scolaire, dossier d'aide financière, copie de déclaration de revenus, et là, c'était là. Un document scanné de la demande d'école privée que j'avais co-signée pour Lucie l'année précédente. Mes informations, ma signature, tout ce dont quelqu'un aurait besoin. Seules 2 personnes avaient accès à cela, Clara et ma mère. J'ai pensé à porter plainte. J'avais assez pour lancer une enquête, mais une fois cette ligne franchie, il n'y aurait pas de retour en arrière. Ni pour eux, ni pour moi. Alors j'ai attendu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email d'un homme nommé Vic, le propriétaire de l'immeuble de Clara. Il m'a dit qu'il me contactait parce que Clara m'avait inscrite comme contact d'urgence. Le loyer avait plus de 30 jours de retard. La procédure formelle d'expulsion avait commencé. Il voulait savoir si j'allais intervenir comme je l'avais fait auparavant. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé une seule phrase, ne me contactez plus. Supprimez immédiatement mes informations. Je ne suis pas responsable d'elle. Pas de signature, pas de politesse. C'est à ce moment-là que Clara a vraiment réalisé que je ne reviendrai pas. Cette nuit-là, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis elle a écrit, on doit parler. Je n'avais aucune idée que les choses étaient allées aussi loin. S'il te plaît, ne détruis pas ta sœur. Détruire? Comme si j'avais brandi une hache au lieu de simplement fermer une porte. Quelques heures plus tard, Clara a posté sur Facebook un long message public sur la trahison familiale, la fausse générosité et les gens qui prétendent t'aider juste pour vous punir plus tard. Aucun nom, mais il n'y en avait pas besoin. Les commentaires ont afflué. Sympathie vague, questions confuses, quelques partages de Grégory sur le fait de voir les gens révéler leur vraie couleur. Je suis restée silencieuse. Zoé a remarqué la tension de toute façon. Elle a demandé pourquoi nous n'allions plus chez grand-mère. Je lui ai dit la vérité, juste ce qu'il fallait. J'ai dit que certaines personnes n'étaient pas gentilles et que ce n'était pas un endroit où nous devions être en ce moment. Elle a hoché la tête et est retournée à ses dessins. Une semaine plus tard, Jenny a confirmé que Clara et Grégory avaient emménagé chez mes parents. Elle les a croisés au supermarché. Grégory se disputait avec quelqu'un sur le parking. Clara a fait semblant de ne pas la reconnaître. Puis les appels ont recommencé. Ma mère, mon père, des messages sur le fait de s'asseoir comme des adultes, sur le fait de ne pas laisser l'argent gâcher les relations. Ça m'a fait rire. La goutte d'eau a été l'école de Zoé. Le conseiller d'orientation a appelé pour dire qu'il y avait eu une situation avec une autre élève, Lucie. Elle racontait aux autres enfants que Zoé se vantait trop, qu'elle était méchante. Il y avait eu une dispute à la cantine. Zoé avait fini par manger seule. Ce n'était pas encore grave, mais c'était suffisant. J'ai assis Zoé ce soir-là et j'ai expliqué calmement ce qui se passait sans blâmer personne. Elle a écouté, puis a dit une chose qui m'a prouvé que je faisais le
Bon choix, je ne veux pas être comme eux. Cette nuit-là, j'ai ouvert un document vierge et j'ai tout écrit. Chaque paiement de loyer, chaque virement bancaire, le téléphone, la photo, la tentative de carte de crédit, le retrait de l'école. Je ne prévoyais pas de le publier. J'avais juste besoin que la vérité soit réunie en un seul endroit. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Non pas pour porter plainte, pas encore, juste pour entamer le processus légal de retrait de Clara de tout ce qui est lié à mon nom et m'assurer que Zoé était protégée. C'était imparable. Ensuite, j'ai bloqué tous les numéros restants. Je ne l'ai pas fait par mesquinerie. Je l'ai fait parce que l'incendie avait déjà fait assez de dégâts. La fois suivante où j'ai entendu parler de Clara, ce n'était pas par elle ou mes parents. C'était par Jenny, qui m'a envoyé une capture d'écran sans commentaire. Une page GoFundMe. Le titre était « Aidez-nous à reconstruire une famille ». Déchirée. Clara l'avait posté avec une photo soigneusement mise en scène de ses enfants assis sur le porche de mes parents, les yeux baissés, le visage grave. La légende parlait de trahison, d'avoir été forcés de quitter leur maison, de quelqu'un en qui ils avaient confiance et qui leur a tourné le dos au moment où ils en avaient le plus besoin. Elle n'a jamais utilisé mon nom. Elle n'avait pas à le faire. L'implication faisait le travail à sa place. J'ai fait défiler les commentaires lentement. Des inconnus offrant des prières, 10, 20, 50 euros. Quelques cousins ajoutant des cœurs. La sœur de Grégory, celle qui avait un jour pleuré au téléphone en me demandant une recommandation pour un emploi, a posté sur le fait de « rester fort ». Clara avait pris la seule chose qu'il lui restait et l'avait transformée en arme. L'histoire. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas posté de capture d'écran ni écrit de réfutation. J'ai fait quelque chose de plus calme. J'ai signalé la collecte de fonds via le système de signalement de la plateforme et j'ai joint la documentation. La preuve que l'expulsion n'était pas le résultat d'une tragédie soudaine, mais simplement de loyers impayés. La preuve que j'avais été inscrite comme contact d'urgence sans consentement. La preuve que le récit était faux. 2 jours plus tard, la collecte de fonds a disparu. Jenny m'a écrit pour confirmer que Clara avait perdu l'accès au peu d'argent qui avait été récolté, pas grand-chose, quelques centaines d'euros, assez pour piquer. Assez pour lui faire savoir que je surveillais toujours. Les retombées ont été rapides. Grégory a appelé Jenny, ivre, une nuit, marmonnant sur la façon dont j'avais ruiné sa famille, sur le fait que Zoé finirait exactement comme moi. Seule et pleine de colère. Jenny a raccroché au nez. Elle ne m'a pas appelé ensuite. Elle n'en avait pas besoin. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main, à l'encre violette sur du papier ligné. C'était de Lucie. Elle écrivait qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout avait tourné ainsi, qu'elle Zoé lui manquait, que sa mère lui avait dit de rester à l'écart, mais qu'elle ne le voulait pas. Elle a posé une question simple à la fin, puis-je toujours être sa cousine? J'ai pleuré en lisant ça. Non pas parce que cela affaiblit ma détermination, mais parce que cela m'a rappelé à quel point les dégâts se propagent quand les adultes transforment l'amour en compétition. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que Lucie ne méritait pas de gentillesse, mais parce qu'entraîner une enfant dans ce gâchis ne protégerait aucune d'entre elles. Un dimanche matin calme, j'ai tout mis dans une boîte, l'iPhone, la photo avec la croix noire, l'alerte de crédit, les lettres de l'école, la documentation. J'ai scellé le tout et je l'ai mis au stockage, non pas comme preuve, mais comme point final. Ensuite, j'ai changé de numéro, j'ai fermé l'ancien email familial, j'ai bloqué chaque compte qui avait tenté d'entraîner Zoé dans leur
KO. J'ai arrêté d'envoyer des cadeaux d'anniversaire, j'ai décliné chaque invitation filtrée par des amis communs. Je n'ai assisté à aucun enterrement, aucune retraite, aucun dîner de célébration. Finalement, ils ont arrêté d'essayer. Si vous vous demandez si j'ai ressenti de la culpabilité, la réponse est non. Parce que lorsqu'une famille décide que le succès d'un enfant est quelque chose contre lequel il faut rivaliser, lorsqu'ils décident que l'exclusion est un outil acceptable, lorsqu'ils vont jusqu'à transformer la générosité et le silence en armes, la bonne réponse n'est pas la confrontation. C'est l'absence. Je n'ai rien brûlé. Je suis parti pendant qu'il tenait encore les allumettes. Et c'est ainsi que j'ai protégé ma fille.